Bonjour à toutes et à tous, c'est Anne-Laure Florentin et bienvenue dans l'épisode 1 du Caratalk. Dans ce premier épisode, c'est le sujet des violences sexuelles dans le sport qui sera au centre de la discussion. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au siège de la fédération Véronique Lebar, présidente du comité éthique et sport, Benjamin Écuyer, pongiste et auteur du livre Fissuré, Laurent Bonvalet, chargé de mission au sein du ministère des Sports, et Sabine Salmon, directrice générale de l'association Fight for Dignity, partenaire de la Fédération française de karaté. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer ce premier Caratalk, une petite présentation de chacun de nos intervenants. Véronique, je vous laisse commencer. Bonjour. Le comité éthique et sport, c'est une association indépendante qui a pour objet le fait de proposer de proposer des solutions sur certaines déviances à l'éthique dans le monde du sport. En l'occurrence, on a un groupe de travail sur la prévention et la lutte contre les maltraitances, dont on parlera après. Merci. Benjamin. Alors bonjour, donc moi c'est Benjamin, j'ai 20 ans, je viens de Nancy et j'ai fait du tennis de table pendant 10 ans, j'ai repris cette année et malheureusement dans cette épopée qui aurait dû être que du bonheur, j'ai subi avec mon frère des agressions sexuelles et c'est pour ça que je suis ici pour en parler. Merci. Pardon. Donc Laurent Bonvalet, donc chargé de mission prévention au ministère des Sports, en charge de la prévention des violences et plus particulièrement des violences sexuelles, en lien direct avec la déléguée ministérielle Fabienne Bourdet, qui est en charge de la lutte contre les violences dans le sport, suite au lancement de la stratégie ministérielle de Madame Roxana Maracineanu, et en lien direct également avec la cellule ministérielle de suivi des signalements, Signal Sport, qui est en charge justement de suivre l'ensemble des signalements afin que chaque autorité compétente pour en connaître, fédération, établissement du réseau Grand INSEP, service déconcentré, autorité judiciaire également, puisse en connaître. Merci. Bonjour, donc moi je suis Sabine Salmon, je suis directrice générale de Fight for Dignity, qui est une association de loi 1901 et qui utilise en fait le sport comme outil de reconstruction dans les parcours de soins des femmes victimes de violences, et le sport qui est utilisé est le karaté. Merci à tous pour cette présentation. Donc, durant cet échange, nous allons aborder les différents axes liés à cette thématique. Donc, le premier axe nous permettra de vous présenter les associations présentes, leur histoire ainsi que leur implication sur le sujet. Dans un second temps, nous aborderons le volet prévention, notamment celui mis en place par le ministère, avec Laurent Bonvalet, qui pourra nous expliquer quelles sont ses priorités depuis quelques années, les actions mises en place, ainsi que les perspectives pour les années à venir. Le troisième axe nous permettra de rebondir sur le volet prévention, avec le témoignage de Benjamin Écuyer. Il nous permettra également de parler de l'accompagnement des victimes. Et enfin, nous verrons ensemble de quelle manière agir au sein de la Fédération française de karaté, donc de notre fédération. Nous allons commencer par Véronique Lebar et Sabine Salmon concernant le positionnement des associations, leur histoire et la manière dont elles agissent au quotidien, en commençant, si vous le voulez bien, par vous, Véronique. Avec plaisir. Au niveau du groupe de travail prévention et lutte contre les maltraitances, la préconisation de ce groupe de travail, il y a 9 ans, a été de créer une ligne d'appel à disposition de tous les sportifs et sportives victimes de maltraitance, mais aussi les présidents de club, les témoins, les parents, les cadres, toutes les personnes qui en ont besoin, en clair. Ce numéro de téléphone est un numéro de téléphone à disposition 7 jours sur 7, de 8h à 22h. La première personne que le sportif ou la sportive ont au téléphone, c'est toujours un médecin. Pourquoi ? Parce que dans le cas des violences sexuelles qui nous intéressent aujourd'hui, on a très régulièrement des personnes qui sont à bout, qui sont dans une souffrance intense, qui parlent peut-être pour la première fois ou qui ont été, comme c'est toujours le cas hélas, blackboulés un peu d'instance en instance, de personne en personne, etc. et qui sont à bout tout simplement psychologiquement. Et donc on a peur tout simplement parce qu'on sent qu'il y a un grand danger. Et donc dans ces cas-là, il faut qu'on rencontre la personne dans les 2 heures, très clairement. Et là, c'est un médecin qui est vraiment habilité
pour saisir cet état de fait, cet état psychologique. Et donc le médecin, dans ces cas-là, rencontre le sportif ou la sportive dans sa région où on adresse le sportif ou la sportive, on l'incite à rencontrer justement le médecin de sa région, puisqu'on a plusieurs antennes au niveau de la France. Et donc là, on l'accompagne, on le fait parler, on l'accompagne éventuellement au commissariat de police. Enfin, on fait ce qu'il faut faire, tout simplement. Donc schématiquement, hors ce cas d'urgence, le sportif ou la sportive nous appelle, le médecin discute longuement avec ce sportif ou cette sportive qui raconte ce pourquoi il a appelé. Puis le médecin met en lien ce sportif ou cette sportive avec le psychologue et l'avocat de l'antenne régionale du comité éthique et sport de la région, bien sûr, de la victime. Cette personne rencontre l'avocat et le psychologue, comme le font dans toutes leurs consultations les avocats et les psychologues, donc évidemment en individuel, évidemment, ça c'est quelque chose de très important. La seule différence, c'est que la prise en charge est complètement gratuite. Et donc, le médecin ensuite, le psychologue et l'avocat se réunissent virtuellement et on parle du cas du sportif ou de la sportive et on lui propose une stratégie d'accompagnement. Et dans le cas des violences sexuelles, ces accompagnements durent en gros 2-3 ans. D'accord, très bien. Merci Véronique pour cette présentation. On va passer à l'association Fight for Dignity avec Sabine. Si vous voulez bien nous expliquer un peu l'histoire de Fight, son évolution et sa place dans le sport aujourd'hui. Très bien. Donc cette association a été créée en fait par une ancienne championne de karaté, Laurence Fischer, qui a créé cette association en 2017. Pourquoi elle a créé cette association? En fait, Laurence s'est beaucoup investie après sa carrière d'athlète de haut niveau dans l'action d'utiliser le sport dans l'éducation et promouvoir les valeurs positives du sport. Et dans son parcours à travers le monde, elle a rencontré sur son chemin un personnage incroyable qui est le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix 2018. Et ce médecin gynécologue a la particularité en fait d'opérer des femmes, des très jeunes femmes qui ont été victimes de viol, donc le viol utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Et lorsque Laurence a échangé avec le docteur et qu'elle s'est rendue sur place au Congo, elle s'est aperçue en fait que dans le parcours de soins de ces très jeunes femmes et très jeunes filles, on les opérait, donc on les réparait physiologiquement, je veux dire, mais que rien n'était fait pour reconnecter leur mental et le corps. C'est-à-dire que lorsque, Véronique, tu peux aussi en témoigner, lorsque on a été victime d'un traumatisme plus de ce niveau-là, il y a pour beaucoup de victimes une totale déconnexion corporelle, c'est-à-dire qu'à un moment, l'esprit est là et le corps est ailleurs, et du coup, on n'a plus de connexion. Et du coup, à travers son expérience, Laurence a mis au point une méthode en utilisant ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire le karaté, une méthode au point pour arriver à permettre à ces jeunes filles de pouvoir petit à petit se réapproprier ce corps qui a été totalement détruit, pour lesquels elles n'ont plus de sensations, qu'elles n'arrivent plus à contrôler, pour certaines qu'elles ne reconnaissent plus du tout. Et donc du coup, elle a l'originalité de Fight, c'est que Fight est né en fait en République démocratique du Congo avec cette population-là très particulière, et du coup a mis au point une méthode en utilisant le karaté. Et quand elle est retournée en France, le constat est que malheureusement, les femmes victimes de violences n'est pas qu'en République démocratique du Congo, que c'est partout dans le monde, à différents niveaux bien sûr, et qu'en France, il y a aussi des femmes victimes de violences. Donc vous l'entendez dans mes propos, pour l'instant Fight effectivement est concentré sur ce public-là, le public des femmes victimes de violences, de toute forme de violence. Que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des violences psychologiques, que ce soit, on parle d'excision ou de violences conjugales. Donc on travaille avec ce public-là dans des structures
adaptées, dans des structures médicalisées. C'est là où je rejoins aussi Véronique, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment dans des lieux où les personnes ont une prise en charge globale médicale. Et aujourd'hui, l'atelier de karaté est proposé dans le parcours de soins de ces femmes. Et du coup, on se développe aussi en France. Donc, on a commencé à travailler cette méthode à la Maison des femmes de Saint-Denis en mars 2018. Et aujourd'hui, donc, on forme des enseignantes de karaté à cette méthode. C'est-à-dire qu'elles savent faire du karaté, mais on les forme aussi au post-traumatique, on les forme aussi au continuum des violences, à pouvoir aussi définir ce qu'est une violence, de quoi on parle quand on parle de violence, de comprendre aussi les réactions aussi des victimes, de comprendre aussi et de savoir adapter sa séance par rapport aux réactions que peuvent avoir certaines femmes pendant la séance de karaté. Et du coup, on a formé aujourd'hui une team, une équipe de femmes. On développe cette méthode donc à Saint-Denis, mais aussi dans d'autres lieux aujourd'hui. On est donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, puisque la PHP aussi a développé dans 4 hôpitaux parisiens des structures comme ça globales. On est aussi à Saint-Germain-en-Laye avec le professeur Foldès à l'Institut Women Safe et à Brive-la-Gaillarde à la Maison de Soie. Et notre objectif, c'est de pouvoir aujourd'hui faire reconnaître cette méthode comme étant un sport-médicament. C'est-à-dire aujourd'hui, on utilise le sport aussi dans d'autres situations pour des personnes atteintes de cancer ou d'obésité. Voilà. Et notre objectif est aussi de pouvoir faire reconnaître cette méthode comme étant un médicament pour des personnes ayant subi des violences sexuelles. Et pour ça, on travaille avec l'Université de Strasbourg sur une recherche depuis 1 an et demi. Les résultats, on va pouvoir les donner l'année prochaine, en 2022. Et l'objectif de cette étude est de démontrer l'impact en fait positif de la pratique sportive, c'est-à-dire vraiment ce que fait le sport dans ces processus de reconstruction, comment ça agit au-delà du témoignage d'une femme qui bénéficie de ces séances, qui va dire je me sens mieux, j'ai moins d'anxiété, j'arrive à mieux me maîtriser, j'arrive à contrôler mon corps. C'est d'essayer d'analyser les process en fait qui se passent dans le corps pour essayer de démontrer que c'est du positif. Oui, un accompagnement médicalisé. L'accompagnement médicalisé, oui. Très bien, merci pour ces présentations. Nous reviendrons tout à l'heure justement sur l'accompagnement des victimes. Maintenant, nous allons passer au volet prévention avec vous, Laurent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions le plan de prévention au niveau du ministère a été mis en place, depuis quand et à destination de qui? Merci Anne-Laure. Alors peut-être un petit rappel historique qui va permettre aussi de situer un petit peu l'action et le volontariat du ministère des Sports sur la question des violences sexuelles, un petit peu plus large des violences, comme l'a évoqué le docteur Lebar, plus large encore du sportif lui-même et des victimes, comme l'a évoqué Sabine également, et des questions éthique-intégrité. 1997, Catherine Moyon-Debec publie son livre « Le revers de la médaille ». Ça secoue le mouvement sportif au sein de l'athlétisme, mais il n'y a pas de prise de conscience ou de prise en main de ce sujet sur la question de l'athlète dans son sport et des violences qu'elle subit. 2007, Isabelle de Mongeau, le service volley. Prise de conscience, la ministre des Sports de l'époque demande un engagement de la part du mouvement fédéral qui rentre dans ce mouvement-là, met en place des formations, mais là encore, il n'y a pas véritablement l'intégration de cette question dans la réflexion sur la pratique sportive par chacune des fédérations, mais l'ensemble de l'écosystème également. Fin de l'année 2019, enquête disclose. Donc là, c'est un révélateur parce que ce que certains ou d'aucuns ont pu dire auparavant que c'était des situations isolées à traiter par telle ou telle structure,
on avait devant nous une situation qui impliquait beaucoup de disciplines sportives et beaucoup de sportifs et sportives. La ministre des Sports, à ce moment-là, décide de mettre en place la cellule ministérielle signal-sport@sport.gouv.fr pour justement recueillir l'ensemble des signalements et s'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chacun qui est compétent pour ouvrir des enquêtes pénales, enquêtes administratives, pour mener à des interdictions d'exercer à l'encontre des éducateurs sportifs, prise en charge des victimes. Donc là, il y a aussi tout le rôle et le partenariat avec les associations d'aide aux victimes, enquête disciplinaire fédérale et enquête interne au sein des établissements du réseau Grand INSEP type CREPS. Publication du livre Un si long silence de Sarah Abitbol, début 2020. Et là, c'est la déflagration. C'est le terme, c'est le mot qu'on emploie au ministère, c'est une déflagration de libération de la parole. Donc, 21 février 2020, la ministre lance une convention où elle décide de réunir l'ensemble des acteurs impliqués sur le sujet au niveau du gouvernement. Donc, vous avez plusieurs ministres, ministre de la Justice, secrétariat d'État à la protection de l'enfance, le mouvement associatif. Elle décide de lancer une politique ministérielle pour réfléchir sur les violences dans le sport et mener bien évidemment une action de prévention et une action de contrôle. C'est la nomination de Fabienne Bourdet, déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les violences dans le sport, et la déclinaison d'une stratégie nationale qui va accompagner chacun de l'écosystème sport dans sa politique éthique et intégrité, et je dirais même éducative. Dans ce cadre-là, mon travail consiste à accompagner les fédérations dans le développement d'une politique de prévention ou de lutte contre les violences sexuelles dans leur discipline. À ce titre, on accompagne la fédération de karaté. On accompagne également les services déconcentrés dans l'animation à mettre en place au niveau territorial avec les différents fédérations, comités, ligues, clubs de sport pour aussi les mobiliser sur ce sujet. Et également accompagner les services qui ont compétence à mener des enquêtes administratives sur des violences sexuelles. Là, il s'agit aussi de mobiliser l'ensemble du mouvement sportif à avoir un double réflexe. C'est-à-dire que lorsqu'on a connaissance d'une violence dans le sport, entre sportifs, d'un éducateur sur un athlète ou entre collègues, le double réflexe, c'est d'avoir le réflexe pénal et d'avoir le réflexe SDJES, service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, qui peuvent également mener une enquête administrative. Et je dirais même le troisième réflexe, mais là c'est le rôle de l'État, c'est d'orienter vers des associations d'aide aux victimes. Pour ce faire, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une coordination qui a dû se mettre en place, parce que beaucoup d'acteurs travaillent sur ce sujet, mais il manquait un pivot qui permettait aussi de faire se rencontrer les différentes structures et d'avoir une meilleure visibilité à la fois sur l'ampleur du fléau, mais également de travailler sur les conditions qui ont permis ce fléau. Du coup, à ce titre, la stratégie ministérielle se décline, on va dire, en 4 axes. Déploiement du contrôle d'honorabilité. Alors, c'est très important, c'est contrôler le casier judiciaire et le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Ça existait déjà en droit constant, mais c'était utilisé de manière éparse. Aujourd'hui, au moment du recrutement, au moment du renouvellement de la carte professionnelle, c'est systématisé. Aujourd'hui, les fédérations sont invitées à recenser l'ensemble de leurs licenciés pour les déposer sur une liste qui est vérifiée auprès du casier judiciaire. Double réflexe, toujours pénal, administratif. Deuxième axe, sécurisation de la libération de la parole. Là encore, mener des enquêtes administratives. On est toujours à droit constant. C'était une compétence, et ça l'est toujours, du préfet de département, où les services déconcentrés, SDJES, peuvent mener des enquêtes. Donc on peut soit contacter lorsqu'on a des doutes, qu'on est témoin, qu'on soit un sportif, un adulte, un éducateur, un parent, contacter le SDJES de son département ou contacter la cellule ministérielle Signal Sport. Troisième axe, nécessairement la formation. C'est là où quand même se joue à la fois la vigilance que l'on souhaite avoir, la mobilisation aussi sur l'ensemble de ces problématiques. Formation, ça implique comment intégrer l'intégrité du sportif dans le coaching de performance,
parler des violences et des violences sexuelles, c'est parler d'éthique et d'intégrité. Donc c'est parler aussi de qu'est-ce que je veux moi dans ma pratique sportive, dans ma discipline, en tant que fédération, mais aussi tous les gestes d'entraînement. Est-ce que dans le sport, il y a des gestes interdits ? C'est une question qu'il faut se poser. Qui sont propices, alors pas forcément à des violences sexuelles, mais qui peuvent être propices à des vulnérabilités qui vont être le terrain de potentielles violences sexuelles. De la même façon, réfléchir à sa pratique sur ce que nous on appelle au ministère des chargés des sports les gestes barrières. C'est-à-dire qu'est-ce que le dirigeant d'un club ou un éducateur doit mettre en place pour éviter de se retrouver dans une situation ambiguë. Une situation où le jeune est encore une fois en situation de vulnérabilité. C'est par exemple réfléchir sur la question des déplacements. Pas d'adulte qui dort avec un mineur. Réfléchir aussi sur la question du déplacement, c'est est-ce que l'adulte, lorsqu'il véhicule un enfant, il le met à côté de lui ou derrière. La question des vestiaires, la question des douches, la question du geste technique. Typiquement un geste de parade qui implique d'apposer des mains sur des parties intimes, mais qui sont des gestes techniques sur lesquels on n'a plus forcément le recul nécessaire de se dire oui, effectivement, peut-être qu'il faut qu'on y réfléchisse. Donc ces gestes barrières-là. Travailler sur la formation donc, avec les fédérations. Donc là, va être mis en ligne très bientôt un module de sensibilisation en ligne grand public qui en fait invite à se poser la question de quelle est la posture de chacun. Le sportif lui-même, qu'est-ce que j'attends de mon sport ? Et est-ce que j'ai le droit de dire non à un geste ? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause les règles de sa discipline, mais ça veut dire qu'en face, il faut qu'il y ait un dialogue. Ce n'est pas non d'abord, c'est très bien, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise ? Le rôle des parents. Ils ont aussi un droit de regard sur comment s'organisent les déplacements, la compétition, les horaires d'entraînement, voilà. Et puis le rôle de l'éducateur, bien sûr, ça touche aussi l'usage des réseaux sociaux, comment je communique avec mon équipe, avec mon athlète, et évidemment le dirigeant du club qui doit aussi être garant du climat de confiance. Donc c'est faire cesser certains propos sexistes, sexualisés, peut-être homophobes. Lorsqu'il y a des violences qui sont signalées ou qu'on a des doutes, c'est faire des signalements, c'est contacter des associations soit locales, soit envergure nationale, comme celle de Sabine et celle du docteur Lebar. Voilà. Très bien, merci. Ça permet de faire un état des lieux sur ce qui s'est fait, sur ce qui se fait actuellement. Et donc, on se rend compte que c'est un sujet qu'on ne traitait pas du coup il y a quelques années, et c'est des choses dont on ne parlait pas. Du coup, ça nous permet de faire une transition et de pouvoir échanger avec Benjamin ici présent, Benjamin Écuyer. On enchaînera aussi par la suite avec justement l'accompagnement et la reconstruction avec Sabine. Dans un premier temps, je vais vous présenter le livre de Benjamin qui s'appelle Fissuré. Benjamin, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Bien sûr. Alors, j'ai commencé le tennis de table à l'âge de 6 ans. Je faisais par ailleurs du foot en même temps, comme beaucoup de garçons de mon âge. Et pour reprendre les termes de ma mère, j'étais jaloux de mon frère qui ramenait des médailles, qui commençait déjà à avoir des médailles. Donc j'ai voulu faire un sport individuel. Donc j'ai commencé à 6 ans. Et très vite, j'étais dans les catégories jeunes, poussin, benjamin, minime, à être parmi les meilleurs joueurs français de ma catégorie. Et arrivé à un certain niveau, j'ai eu le même classement à peu près que le président de mon club. Donc il m'a proposé des séances individuelles comme ce qui se fait dans beaucoup de clubs, de pouvoir jouer dans séance individuelle. Du coup, ça se passait les week-ends. Donc, j'avais été habitué à me retrouver seul avec des adultes, même à dormir avec des adultes ou avec des jeunes de mon âge dans des hôtels, à des compétitions. Donc, c'est de jouer avec un adulte et passer du temps avec lui, ça, c'était complètement normal pour moi. Donc, je jouais les week-ends essentiellement avec lui. Et donc on faisait notre entraînement, notre match, après on se lavait, donc on était tous les deux nus sous la douche. Et pareil, ça me dérangeait pas, j'avais l'habitude avec des coéquipiers pareil, plus ou moins jeunes, toujours masculins, mais j'avais l'habitude de me doucher, ça, c'était quelque chose de commun. Et je sentais quelque chose de pas normal avec lui, c'était d'abord des regards,
Et mais à l'âge là, on n'a pas la perception de ce qui est normal ou pas. C'est lui l'adulte, c'est lui le président du club, donc il n'y a pas de questions à se poser. C'est nous qui devons nous poser de mauvaises questions. Donc j'en avais parlé à mes parents et j'avais dit à ma mère, faut faire quelque chose. Je me sens regarder sous la douche. Et ma mère, elle m'avait dit que bah, pour des regards, on pouvait pas faire grand-chose, mais que je pouvais arrêter de jouer avec lui si ça me gênait. Et donc, elle était allée le voir, et elle lui avait dit que ça me gênait, tout ça. Et il avait dit, bah, pas de souci, on prendra plus de douche ensemble. Et juste après ça, il avait trouvé un autre moyen en gros, entre guillemets, m'attirer, que je prenne ma douche avec lui. Il faisait des paris un peu mesquins, on faisait un match, si moi je gagnais, il me payait à manger. Si je perdais, j'allais me doucher avec lui. Donc là, il avait des gestes déplacés, il montrait des techniques pour se laver, il m'a touché le haut du dos jusqu'au des fesses, des gestes pas nets, des regards pas nets, il me parlait de la sexualité des adolescents, vraiment quelque chose de très glauque. Et juste après ça, donc faut savoir que lui, il était président du club et que mon père était vice-président. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à en parler. Et juste après ces séances, donc il me ramenait chez moi. Donc dans la voiture, il avait pareil des gestes, des mains entre mes cuisses, tout ça. C'était pour lui pour me montrer les sièges chauffants de sa voiture. Il y a toujours une bonne raison de justifier sa conduite. Et en général, donc après, il allait m'acheter à manger et il buvait l'apéro avec mes parents. Moi, je mangeais dans le silence et j'étais très nerveux quand je jouais. Donc quand je perdais, en règle générale, maintenant c'est un peu d'où ça vient, je m'emportais facilement. Et du coup, il lui disait par exemple à mes parents, bah voilà, Ben aujourd'hui, il a été un peu nerveux. Et mes parents, ils me disaient, il prend du temps pour jouer avec toi et toi, t'es nerveux. Et bah moi, j'étais là, j'allais dans ma chambre et bah, je disais rien, quoi. Et en fait, on a réussi à en parler avec mon frère. Donc mon frère aussi a été victime. C'était au championnat du monde à Paris-Bercy en 2013. Donc pareil, une scène qui est très commune pour nous deux. Il a dormi avec lui comme on a pu le faire des dizaines de fois où il ne s'est jamais rien passé. Et il s'est réveillé au milieu de la nuit. Mon frère et l'ancien président s'est livré à des attouchements sur mon frère. Donc pareil, il n'en a pas parlé tout de suite parce que notre père vice-président, lui président, on ne sait pas comment amener la chose. Et puis à nos âges, moi j'avais 13 ans, lui 15, on n'a pas cette logique, cette notion de est-ce que ce que je viens de vivre c'est normal ou est-ce que c'est moi qui fabule en quelque sorte. Et du coup, c'est mon frère qui en a parlé le premier, car mes parents ont découvert qu'il fumait. Ils lui ont demandé pourquoi. Et c'est là il a craqué, il a expliqué ce qui lui était arrivé. Donc de ce fait, on allait voir une juriste pour savoir les démarches à faire. Et on a porté plainte. Mes parents ont invité l'ancien président, notre agresseur, chez nous. En fait, ils faisaient semblant de trier de la brocante, mes parents. Et du coup, ils ont parlé. Donc, mon père expliquait pourquoi il avait quitté le club. Il disait qu'il n'était pas d'accord avec des décisions, tout ça. Et après, donc, ils ont parlé, ils sont entrés dans le vif du sujet, mais ils avaient leur téléphone qui enregistrait. Donc, mon frère et moi, on était en cours. Et ma mère lui a dit, bah voilà, on t'a fait venir pour une toute autre raison. Nos fils ont été victimes d'abus sexuels, tout ça. Donc lui, très bon acteur, ouais, faut faire quelque chose. Voilà. Et du coup, ma mère me dit, bah il se trouve que cette personne, c'est toi. Donc à partir de là, on a porté plainte. Et il y a eu un procès qui arrivait très vite par rapport à des affaires similaires. On nous avait prévenu que ce genre d'affaires pouvait traîner pendant des mois, voire des années. Et du coup, donc il y a eu une confrontation, parce qu'au début, forcément, garde à vue, il avouait pas. On a dû se confronter à lui. C'était vraiment pas facile. C'était pendant les épreuves de baccalauréat de mon frère et moi, brevet. Et on avait demandé à ce qu'il soit dos à nous. Enfin, c'était un moment vraiment épouvantable. Il était très hautain. Je me souviens, il sortait de sa garde à vue. Il arrivait dans la salle, bonjour les garçons, enfin tout sourire. Quand moi on m'a demandé c'était quoi des regards incessants sous la douche et que j'ai dit pendant 15-20 secondes il fixait mon sexe, il a levé les yeux au ciel et il a dit ah 15-20 secondes c'est quoi, enfin personnage vraiment imbuvable. Et donc il y a eu le procès, il a été condamné à 8 mois avec sursis. C'est très peu. Et en fait il y a eu plusieurs victimes, il y a eu des lettres anonymes aussi qui remontent à il y a 20-30 ans qui étaient du coup plus valables, qui avaient prescription. Et
Du coup, ces aides n'ont pas été prises en compte. On a des amis à nous, à mon frère et moi, qui avons été victimes mais qui n'ont pas parlé. Seulement mon frère et moi avons été au bout de la démarche. Et voilà, donc il y a une peine de prison avec sursis très légère. Et donc après, je suis passé par, on en parlera peut-être après, par des étapes de reconstruction. J'étais livré à moi-même. Il faut savoir que mon agresseur, quand ça s'est passé, la Ligue de Lorraine a communiqué qu'il démissionnait pour raison personnelle. Donc ça veut dire que les autres licenciés, les membres de comité, tout ça, n'avaient pas la raison n'avaient pas l'information exacte. Et j'ai traversé un parcours du coup où j'ai dû consulter des psychologues, tout ça pour me reconstruire. Je fais des séjours à l'hôpital. Et dans mon parcours, donc, j'ai écrit ce livre Fissuré, qui m'a déjà aidé d'un point de vue personnel, mais qui sert maintenant essentiellement à aider d'autres personnes à ce qu'elles livrent leurs paroles, parce que la honte doit changer de camp, tout simplement. C'est pas elle d'avoir honte, et c'est important d'en parler. Oui, je pense que c'est une bonne phrase justement de dire que la honte doit changer de camp. Justement, vous racontez l'histoire dans votre livre et du coup, ça me fait rebondir sur l'intervention de Laurent pour parler de prévention. C'est important aujourd'hui d'en parler. Justement, pour revenir sur ce que le ministère met en place, aujourd'hui, vous, en tant que personne qui a été victime d'abus sexuels, pensez-vous qu'il y a davantage à faire concernant la prise en charge des athlètes en règle générale? Il y a encore beaucoup à faire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà beaucoup qui a été mis en place par rapport à il y a quelques années où il n'y avait pas spécialement d'action, d'accompagnement. Mais c'est vrai que la mise en place, notamment où on demande un casier judiciaire systématiquement, ça permet déjà d'éviter qu'une personne qui est agressée dans un club ou un périmètre puisse changer de club et recommencer dans un autre secteur. Ça, c'est déjà un très bon point. Et je pense qu'il faudrait vraiment accentuer, ce serait sur la formation justement des gestes techniques. Karaté comme tennis de table, montrer un geste, savoir où placer ses mains, et même tout simplement un éducateur qui chahute. On peut entraîner un groupe d'adolescents de 13-14 ans, les gestes à faire, à ne pas faire. Et je pense qu'en formant donc les professionnels, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et en faisant des interventions comme celle-ci auprès des licenciés pour que les personnes intègrent que ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Ouais. Oui, mettre en place des choses, en parler et accompagner, c'est exactement les termes qu'on a employés tout à l'heure. Merci pour votre témoignage. Justement, vous avez parlé de reconstruction. Le livre vous a permis, dans un sens, de vous aider à vous reconstruire. C'est un travail qui est long. Il y a des associations qui mettent en place aussi des choses. Justement, Sabine, est-ce qu'on peut revenir sur le travail de reconstruction, par exemple, que vous mettez en place avec l'association Fight for Dignity? Une première question, est-ce que justement le travail, je sais que vous travaillez beaucoup avec les femmes, essentiellement avec les femmes, est-ce que le travail de reconstruction est le même entre les hommes et les femmes? Merci d'avoir posé cette question, Anne-Laure. Merci, Benjamin, pour ton témoignage. C'est toujours important, pour aussi éclairer aussi, parce qu'on se dit ça n'arrive pas qu'aux autres, comme tu le disais, et c'est super important et courageux, donc merci beaucoup. Et en fait, ce que je me disais, c'est que nous, on a mis en place cette méthode avec des femmes victimes de violences. C'est-à-dire que depuis les années 2000, les femmes osent une parole concernant les violences subies, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les mariages forcés, l'excision, etc. C'est que depuis les années 2000. Et on commence seulement à mettre en place des structures globales avec un accompagnement holistique, avec un accompagnement qui permet aux victimes de raconter qu'une seule fois leur histoire, d'être crues, c'est-à-dire quand elles racontent cette histoire, on ne met jamais en doute leurs paroles. Et ensuite, elles bénéficient d'un accompagnement global, c'est-à-dire un médecin, psychologue, kiné. Dans ces lieux-là, maintenant, dans beaucoup de lieux, il y a la police qui est là si on veut déposer plainte. Il y a des juristes, des assistantes sociales. C'est vraiment un parcours global. Et en entendant Benjamin, je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que
alors le ministère, on commence seulement, voilà, mais que peut-être dans un avenir plus ou moins proche, on pourrait aussi imaginer des structures globales qui accompagnent les sportives et sportifs qui ont été victimes de la même façon qu'on accompagne des femmes victimes de violences. Aujourd'hui, nous, notre méthode, elle est adaptée à ce public. En même temps, les conséquences des violences sur le psychique et sur le physique, j'imagine qu'elles sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, on parle de dissociation. Je ne sais pas, peut-être, Véronique, tu peux peut-être, en tant que médecin, nous dire ça, mais qu'à un moment, le choc et l'impact de ces violences sexuelles est le même et que le trauma, il est là. Donc cette méthode, on pourrait éventuellement se dire qu'elle peut bénéficier aussi bien qu'aux hommes qu'aux femmes. En même temps, je ne sais pas aujourd'hui vraiment l'impact sur le physique et sur comment ça se passe. Est-ce que nous, on a tout un travail autour de la respiration, autour du périnée, autour de ces zones qui ont été malheureusement traumatisées, voire endommagées. Donc il faudrait regarder ça de manière beaucoup plus fine pour voir comment on peut l'adapter. Mais je me dis que de toute façon, les conséquences sur le psychique, elles sont les mêmes. Oui, c'est ça, tout à fait. Un psychotraumatisme, de toute façon, quel que soit le psychotraumatisme, est purement médical. Il y a une sécrétion de 2 fois 2 hormones. Dans un premier temps, les hormones du stress, que sont l'adrénaline et le cortisol. Dans un deuxième temps, un rétropédalage qui est sous l'intervention du cervelet, qui dit attention, il faut rétrograder. Donc 2 autres hormones se mettent en place, et c'est ce qui crée ces sécrétions de 2 fois 2 hormones, c'est ce qui crée tout ce qui est mémoire traumatique, dissociation et sidération psychique et musculaire. Et ça, que ça soit un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. C'est médical, puisque les hommes et les femmes, au niveau de ces 2 fois 2 hormones, c'est exactement les mêmes. Par contre, au niveau du ressenti chez un homme, ce n'est pas tout à fait la même chose, surtout dans le monde du sport, où il y a le tabou de l'homosexualité. Et donc ce tabou est très très fort, tout le monde le sait, et donc ça entraîne le fait que déjà une victime de violences sexuelles dans le monde classique parle plus, mais ne parle pas très spontanément. Dans le monde du sport, c'est encore moins que dans le monde classique pour certaines raisons. Et chez les hommes parlent encore moins que les femmes. C'est pour ça que la présence de Benjamin est très importante aujourd'hui. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, c'est très important. Et les hommes parlent encore moins que les femmes. Et donc c'est ce tabou de l'homosexualité, surtout dans le sport, qui est vraiment primordial et qu'il faut vraiment prendre en compte pour accueillir, pour accompagner de façon spécifique, mais sur cette thématique spécifiquement dans le cadre des violences sexuelles, les hommes. Mais je crois que de toute façon, on est dans une société patriarcale, c'est-à-dire une société où l'homme représente la puissance, le pouvoir. Et donc, voilà, s'il ne peut pas être agressé, et agressé sexuellement, c'est encore pire. L'image, du coup, n'est pas du tout cette image de la puissance. Donc, le tabou est là, il est central. Donc, on a encore vraiment un travail à faire sur cette libération de la parole. Et je me dis, c'est vraiment en préparant cette table ronde, un accompagnement global serait essentiel pour les victimes de violences. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est important, la formation, etc., parce qu'on n'en est qu'au début de cette libération de la parole, et qu'à un moment donné, il va bien falloir prendre en charge aussi ces victimes de façon globale. Et orienter surtout, parce que dans mon cas, j'ai fait les démarches pour voir psychologue, sexologue, tout ça, c'est moi qui ai fait les recherches, les démarches pour aller à l'encontre. On m'a pas dit t'as vécu ça, peut-être aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles post-traumatiques, peut-être aller voir une sexologue pour ce qui est la réappropriation de son corps. C'est moi qui ai dû faire ces démarches-là, et c'est dur d'être confronté à ça et de se dire en fait on m'aide pas, c'est moi qui fais ces démarches. Ça veut dire que c'est pas normal. Est-ce que c'est pas normal qu'on m'accompagne pas, ou est-ce que c'est pas normal d'avoir à faire à ces démarches? On a plein de choses qui se mélangent, et c'est pas facile. C'est vraiment très important, les 3 interventions là qu'on vient d'avoir, sur les conséquences psychotraumatiques, médicales,
Et la question aussi de la libération de la parole, est-ce que c'est genré, femme, homme ? Lorsqu'on intervient dans différentes structures ou centres de formation, spontanément, c'est d'abord des femmes qui vont poser des questions, qui vont témoigner de la difficulté d'aller déposer plainte, de la difficulté de saisir les services départementaux de l'État. Du coup, ça invite nécessairement à une réflexion aussi de notre part, à se dire comment ça se fait que finalement, c'est pas un sujet exclusif aux femmes. La présence de Benjamin le souligne, le témoignage de Sébastien Bouaille de Colosse au pied d'argile également, de Guillaume Cizeron dans le patinage sur l'homosexualité, par exemple. Ce qui est vrai, et je pense que ça a été dit en conclusion par Sabine, c'est que ça touche aussi l'image de la femme dans le sport et dans la société. C'est-à-dire que travailler de manière globale, mais même au-delà, c'est-à-dire quand j'évoquais, il faut travailler sur les tabous connexes qui vulnérabilisent les personnes pour de potentielles violences sexuelles, c'est travailler sur les injonctions corporelles, c'est-à-dire troubles de l'alimentation, injonctions physiques. C'est vrai que ça s'adresse surtout aux sportives. La question de la tenue vestimentaire. Les JO de Tokyo de cette année ont été le théâtre de libération de la parole sur ces sujets-là, qui est bienvenu. Donc il faut travailler sur ces injonctions corporelles, sur ces injonctions sexistes. La différence que a l'image de la sportive par rapport à l'image du sportif. La question également de... Là, je m'adresse aux médecins et à l'association de reconstruction. C'est que finalement, les femmes parlent peut-être plus parce qu'elles subissent plus et que par rapport à ce positionnement de suggestion par rapport à un entraîneur homme, par rapport à un monde qui est quand même très masculin, ça a été très bien dit, et c'est vrai pour le sport. Il y a une prédominance masculine qui est importante et que du coup, il y a aussi cet effet de saturation de dire plus jamais ça. Pour les hommes, comme il y a une glorification, c'est l'inverse. C'est si je parle, c'est assimilé à de la fragilité, de la vulnérabilité. Sur l'approche globale, il y a effectivement, c'est un devoir d'information qui s'impose au service de l'État. Je suis entièrement d'accord par rapport à ça. À la fois, lorsqu'on va déposer plainte, et lorsqu'on dépose plainte, les services judiciaires doivent donner un certain nombre d'informations. De la même façon, on travaille nous aussi avec les services déconcentrés pour qu'elles communiquent un certain nombre d'informations, justement pour essayer d'établir, alors non pas dans une structure globale, je comprends bien la nécessité, mais au moins qu'il y ait ce maillage qui est fait, de dire au témoin ou à la victime ou à un parent inquiet, de se dire, je sais que je peux signaler à telle structure. Je sais qu'il y aura tel accompagnement qui est proposé. Le ministère des Sports a conventionné avec différentes associations d'aide aux victimes, justement pour que cette prise en charge soit gratuite. Pas uniquement pour les mineurs, également pour les personnes majeures qui ont subi des violences durant l'enfance. La particularité qu'on a aussi dans le monde du sport, c'est que nous, on n'est pas liés par la prescription pénale. Donc on a aussi des victimes qui peuvent parler pour ce qu'elles ont subi il y a 5, 10, 15, 20, 30 ans, 35 ans. Les enquêtes sont plus difficiles. Néanmoins, elles savent qu'elles peuvent parler. Ensuite, les structures mettre en relation avec les associations de remédiation, de reconstruction, des ateliers thérapeutiques. On soutient aussi financièrement ce type de structure pour justement que ça se développe. Donc on travaille avec les fédérations, avec les acteurs concernés, les experts. On s'entoure d'experts sur ces questions-là, justement pour travailler sur comment réparer le psychisme traumatique par le sport. Parce qu'encore une fois, et ça a été dit par Sabine tout à l'heure, le sport doit rester un vecteur d'épanouissement, de construction sociale. On l'oublie trop aussi, et je voulais en parler sur la question des sportifs en situation de handicap. C'est très emblématique. Souvent, lorsqu'il y a un trouble dans le comportement, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais très nerveux. Un signe d'excitation, d'exubérance, de surinvestissement dans le sport. Un sportif qui agace l'équipe, ça peut être un signe révélateur de mal-être, un signe de repli, quelqu'un qui ne veut plus aller aux entraînements tout d'un coup, quelqu'un qui est très en retrait alors qu'il était bien intégré dans le club, quelqu'un qui d'un coup se retire de son groupe WhatsApp.
Ça doit interpeller. Et bien de la même façon, un sportif en situation de handicap, s'il a ce type de troubles, mais aussi des comportements qui sont inhabituels, il ne faut pas le mettre sur le compte de la maladie, de la pathologie ou du handicap. De la même façon, toujours travailler sur l'accompagnement au geste. Et ça, c'est vrai aussi, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... malheureusement, dans la société, les femmes sont exposées davantage à subir, les personnes en situation de handicap aussi, parce qu'on néglige de plus en plus leur consentement à certains gestes techniques. Le transfert du fauteuil roulant civil au fauteuil sportif, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Et on va continuer cette discussion en accueillant Gilles Cherdieu, directeur technique national de la Fédération. En tout cas, merci Benjamin pour votre témoignage. Merci pour les éléments que vous avez apportés chacun en plus qui ont été essentiels, je pense. Nous allons maintenant recevoir Gilles Cherdieu, directeur technique de la Fédération française de karaté, afin qu'il puisse nous expliquer les enjeux de la fédération sur cette thématique des violences sexuelles et nous expliquer son point de vue actuellement sur ce sujet-là. Bonjour Gilles. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos témoignages et vos informations qui sont riches et pour nous qui seront des éléments porteurs pour l'avenir. Alors effectivement, la position de la fédération est la suivante. Nous avons en priorité cette logique de développement de notre activité sportive, qui est le karaté, mais aussi des disciplines associées. Et en arrivant à mon poste en février, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait aussi des priorités de l'État, par l'intermédiaire de la ministre, et des axes forts sur lesquels, pour l'instant, la fédération ne s'était pas inscrite. En l'occurrence, la lutte contre les violences et les incivilités faisait partie de ces axes qui nous faisait défaut. Fort de ce constat, j'ai tout de suite eu cette idée, cette intuition, mais aussi cette idée de développer ce pan qui nous faisait défaut. Donc ce pourquoi j'ai demandé à travers un poste que le ministère des Sports, et je tiens vraiment à remercier la réactivité des services du ministère, mais aussi de la chargée de mission et de la ministre en particulier, nous a permis de disposer d'un poste et afin de la création d'un ou d'une référente à ce sujet. Depuis ce mois de mai, nous avons, à travers des actions, mis en place de l'information au niveau des présidents de ligues régionales, à travers les colloques qui se sont déroulés en septembre à Montpellier, mais aussi à travers les directeurs et trices départementales et régionales de karaté et des disciplines associées qui ont été informés sur le lancement de ces missions et de ces actions et qui sont de fait nos ambassadeurs sur le terrain au niveau territorial des missions fédérales et donc qui sont chargés déjà d'avoir connaissance de ce projet mais aussi de les mettre en application et pourquoi pas de nous faire remonter certains problèmes. Nous devons de suivre et de proposer aux victimes, si je peux les appeler comme cela, de ces actes, un accompagnement. Si nous ne sommes pas en mesure de leur donner cet accompagnement, en tout cas les orienter pour qu'ils sachent à qui s'adresser et savoir qu'au niveau de la Fédération française de karaté, il y aura une écoute, de la bienveillance, mais aussi de l'accompagnement. C'est ce que j'espère. Ça passe aussi par, en plus de l'information, le deuxième point, c'est la mise en place d'actions. Et en tant que DTN, j'ai besoin aussi d'avoir des réponses à amener et savoir, écoutez, si on m'interpelle ou on m'interroge sur un certain nombre de questions, pouvoir avoir des réponses pertinentes et bien placées à apporter à nos licenciés. Donc, dans cet état, moi, je souhaiterais savoir par rapport à votre expérience, quels sont les conseils et les préconisations, vous qui êtes sensibilisés à ce sujet, que vous pourriez nous donner pour accompagner nos licenciés et nos acteurs fédéraux pour ce problème. Le problème essentiel, et on le voit au niveau des sportifs qu'on accompagne, des sportifs et des sportives qu'on accompagne, c'est par rapport aux fédérations. C'est le problème de la confiance. Et ce problème perdure. Hein. Je me demande s'il n'est pas plus important maintenant qu'avant, paradoxalement. Première raison, les sportifs nous disent
très souvent, dès qu'ils nous appellent, est-ce que vous allez en parler à ma fédération ? Bon, nous sommes tous des professions qui sont soumises à secret professionnel, donc du coup, évidemment, il n'y a aucun souci. Mais ils refusent, pour certaines fédérations, ils refusent qu'on en parle à leur fédération. Et même dans le cadre de l'accompagnement juridique qu'on peut leur offrir, parfois l'avocat du comité éthique et sport leur dit « ça serait peut-être bien d'interpeller la fédération ». Et ils le refusent. Il y a un gros manque de confiance. Un gros manque de confiance par rapport aux fédérations en général. Hein, et certaines fédérations un peu plus que d'autres. Ça, c'est très important et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'atteler. En clair, la confiance, pourquoi elle est cassée ? C'est tout bête parce que un sportif, c'est quelqu'un de clair, net, il se rend compte, enfin comme tout le monde, hein, de la réalité des choses. Quand une fédération a un discours très beau, très empathique, etc., et que dans la réalité des faits, comme c'est un petit milieu, dans chaque fédération, tout se sait, ils étouffent les affaires, ils font en sorte que les informations ne passent pas, etc. Ça se sait, ça, bien sûr, dans les fédérations. Et je pense qu'essentiellement, le maître mot dans l'action d'une fédération, c'est la transparence, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. C'est de ne pas afficher une attitude et de faire exactement le contraire. Et ça, les sportifs le savent. Surtout évidemment, les sportifs de la fédération le savent. Et c'est très important. Et nous, très clairement, je vais vous le dire, hein, très clairement, le groupe de sportifs qu'on a dans notre association nous ont dit très clairement, et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, hein, à part quelques exceptions, on a arrêté notre politique de partenariats fédéraux. Parce qu'on se rend compte que pour beaucoup de fédérations, on est utilisé. On est un alibi à surtout ne rien faire. Et ça, beaucoup de gens en sont conscients. Je dis que, évidemment, ce n'est pas le cas pour toutes les fédérations, mais pour beaucoup de fédérations. Et les sportifs, pour les fédérations incriminées, le savent très bien. Donc je pense que le maître mot, c'est la transparence et l'honnêteté. Oui. Donc du coup, appliquer vraiment les directives mises en place par les fédérations et que ce soit quelque chose de concret. Laurent, peut-être une intervention ? En complément de ce que vient de dire le docteur Lebar, on parlait de prévention, on parlait de formation, on parlait d'enquête et de contrôle. Et l'issue, c'est quoi ? C'est la sanction. Je rejoins ce que dit le docteur Lebar, il faut que chaque acteur, ministère, fédération, CREPS, s'emparent, parce qu'elles sont compétentes pour mener des enquêtes, mais aussi aboutir à des sanctions. Et des sanctions qui soient proportionnelles à la gravité des faits. Et c'est le travail aussi du ministère par rapport aux fédérations, par rapport en accompagnement aussi avec les fédérations comme la fédération de karaté, c'est aussi de sensibiliser sur que prévoit votre règlement intérieur pour ces comportements. Première chose. Parce que si le règlement intérieur ne prévoit pas de sanctionner des comportements violents, discriminatoires, le président ne pourra pas décider de l'engagement d'une procédure disciplinaire. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'engager cette procédure disciplinaire. De travailler avec aussi les comités éthiques et déontologiques, qui ont aussi un rôle pour aider la fédération et les élus à travailler sur le plan éthique et déontologique de la fédération, dans lequel s'inscrit la lutte contre les violences sexuelles. Ça, c'est la deuxième chose. Avoir des sanctions et montrer une certaine... C'est ce que disait le docteur Lebar en filigrane. Avoir un comportement, si ce n'est exemplaire, en tout cas qui va dans le sens que la fédération a pris en main la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et les fédérations peuvent aussi, et c'est dans le code du sport, se constituer partie civile au pénal. Elles ne se saisissent peut-être pas assez aussi. C'est très important parce qu'une plainte qui est déposée contre un éducateur, dans l'imaginaire collectif, c'est le sport qui est attaqué. C'est le karaté qui va être attaqué. Qui est garant de l'éthique du sport de karaté ? C'est la fédération.
Donc ça, c'est un outil aussi à la main des fédérations. Peut-être qu'on n'assiste pas assez en accompagnement des associations d'aide aux victimes qui, elles, se constituent partie civile, aux fédérations, qui sont aussi des associations, à se constituer partie civile. La troisième chose, parler des violences sexuelles, c'est pas fragiliser son sport. Tout le monde parle du fléau, de la problématique, et ça c'est vrai. Mais parler des violences sexuelles, c'est hausser son sport au niveau auquel il doit être. Trop de témoins, de parents, de victimes, d'enfants se disent si je parle, déjà c'est difficile pour moi de parler, si j'ai des doutes c'est difficile de les confier, de les partager, mais c'est surtout je vais mettre à mal ma structure et je vais mettre à mal mon sport. Non. Ça, c'est vraiment un changement de regard sociétal à avoir. Parler de violences sexuelles, c'est mettre à niveau la société au regard des enjeux qu'elle doit relever. C'est pareil pour le sport. Parler des violences sexuelles, d'une procédure contre tel ou tel éducateur, ou tout simplement des doutes sur telle ou telle méthode d'entraînement, ou des situations, un éducateur qui héberge un enfant chez lui, et qui... Voilà. C'est... je dirais, on parlait d'exemplarité, mais c'est aussi mettre le sport à ce qu'il doit être, uniquement un lieu d'épanouissement, de confiance, de respect. Alors, je pense que derrière les questionnements de Gilles, c'est aussi comment on fait, parce que c'est pas évident, comment on fait pour parler à ces structures, comment rétablir ce lien de confiance entre les structures, entre ce qui est au local, hein, vraiment le plus proche du terrain, et la fédération. Donc c'est changer le regard sur parler des violences sexuelles, c'est pas un tabou. Briser ce silence-là. 2, c'est aussi s'assurer de la communication, alors c'est le rôle aussi du ministère bien sûr, mais aussi de la fédération, que ce qui est fait au niveau fédéral diffuse bien dans les territoires. Nous, on constate dans certains signalements qu'effectivement, certains présidents de clubs saisissent Signal Sport. Et lorsqu'on leur dit, est-ce que vous avez informé la personne référente sur les violences sexuelles au sein de la fédération ? Et on nous répond, ah non, je ne savais pas. Et c'est qui ? Alors on leur explique, il y a la personne au sein de la fédération, comme Gilles et vous, Anne-Laure, qui travaillaient sur le plan de prévention et de sensibilisation et de formation, et sur la question de l'écoute, du recueil de signalements. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, c'est aussi le référent lutte contre les violences sexuelles, qui est le référent de la cellule Signal Sport. C'est-à-dire que le ministère va transmettre à une personne ce signalement. Pourquoi à une personne désignée ? Parce que le temps que les enquêtes se poursuivent, il faut aussi éviter que ça se diffuse comme une traînée de poudre et que finalement on en arrive à des dénonciations calomnieuses. Et il ne faut pas que l'enquête soit polluée par des règlements de compte, par le club, par la Ligue ou pas au sein de la fédération. Ça, on y est très attentif, d'où la désignation d'une personne qui est en charge de faire le relais avec le ministère. Ensuite, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Lebar, c'est afficher les partenaires de la fédération, leur numéro d'urgence. Nous sommes assez réticents à ce que chaque fédération développe leur propre ligne d'écoute, parce qu'être écoutant, c'est difficile. C'est un vrai métier, c'est une vraie formation. Aujourd'hui, je peux travailler sur la question de la victime, mais ça ne fait pas de moi pour autant un écoutant qui est en capacité, de ne pas traumatiser la victime dans le recueil de la parole. On peut être empathique, écouter, c'est ce que vous disiez, mais c'est éviter de traumatiser aussi ce recueil de la parole. Donc c'est orienter vers des experts, associations d'accompagnement de victimes, des enquêteurs spécifiquement formés pour cela, donc c'est encourager à la plainte pénale, c'est encourager au signalement auprès des services départementaux du ministère des Sports, puisque ce sont des enquêteurs qu'on est en train de former nous aussi à l'enquête et du coup au recueil de la parole. 3 mots. Vraiment auquel on tient, c'est vigilance, mobilisation et prudence. Vigilance, c'est l'affichage de ces numéros. Là aussi, il y a un changement de regard. C'est très délicat quand on a des doutes, lorsqu'on reçoit des confidences en tant qu'éducateur, en tant qu'ami, de se dire « mais à qui je vais en parler ? Qu'est-ce que je fais du poids de ces confidences ?» Et donc, faire le 119 pour l'enfance en danger, faire le numéro de comité éthique et sport, le numéro de Fight for Dignity, l'adresse mail de la cellule Signal Sport, c'est pas anodin.
Pour autant, il faut, et ça c'est un changement de regard peut-être plus général, se dire que ce n'est pas de la délation, c'est pas de la trahison, et notamment pour les victimes, elles ne trahissent pas un secret, parce que c'est un secret qui est néfaste, qui est destructeur. Le seul secret qui vaille quand on est adolescent, c'est son jardin secret. Lorsque la victime, elle parle, on ne remet pas en cause sa parole. C'est l'enquête qui va déterminer si oui ou non on peut établir les faits. Et encore une fois, on ne remet pas en cause les paroles ni de la victime ni du mis en cause, mais objectivement, il faut pouvoir enquêter. Ce n'est pas de la délation de faire le 119 ou le numéro de comité éthique et sport, c'est une mise à l'abri. C'est pas une trahison, c'est justement, encore une fois, parler des violences sexuelles. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut aborder les gestes interdits ? Eh bien, il n'y a pas de parole interdite. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Sabine, peut-être Oui, une mais en réaction. même temps, je rebondis tout de suite sur ce que vous venez de dire, Laurent. Ne pas mettre en doute la parole de la victime, ça me paraît essentiel. Et pour rebondir sur la volonté de la fédération d'afficher, c'est-à-dire que bien souvent, lorsque les faits ont lieu au club, l'auteur, il est connu. Enfin, Benjamin, tu l'as très bien illustré dans ton témoignage. Président du club, président de ligue. Voilà. Et donc, on se dit, c'est pas possible. Non, on n'y croit pas. C'est pas possible que... monsieur on n'y croit pas, et donc du coup on n'a pas envie de voir. Et puis souvent c'est quelqu'un qui est connu, qui peut être dans les instances dirigeantes, et donc on se dit qu'est-ce qui va se passer, enfin tout s'écroule. Enfin, c'est pas juste concrètement quand on est face au fait, on se dit c'est pas possible. Donc c'est ça veut dire quand on dit il faut oser et il faut aller jusqu'au bout, c'est de se dire quand on est confronté à ce genre de situation, eh bien les auteurs on peut les connaître, et donc est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout, parce que c'est le château de cartes qui peut s'effondrer dans une fédération, dans un club, et du coup on se dit qu'est-ce qui se passe. Alors c'est l'image, c'est nana, est-ce qu'on va le croire, est-ce qu'on remet en doute la parole, donc voilà, c'est vraiment essentiel de croire la victime et de ne pas remettre en doute sa parole, c'est essentiel, et d'aller jusqu'au bout de sa démarche, même si bien sûr, l'auteur est connu, parce que dans 99% des cas, de toute façon, si les faits ont lieu au sein du club, il est forcément connu. Que ce soit le président, que ce soit un membre du bureau, que ce soit un éducateur, que ce soit même un éducateur qui va accompagner dans les sorties sportives, donc il est connu. Donc ça, c'est compliqué humainement de se dire... je le connais, et en fait je savais pas. Enfin, je ne peux pas imaginer que lui soit auteur, c'est pas possible pour moi. Peut-être ça peut renvoyer aussi à se dire mais j'ai rien vu, quoi. Je pensais pas, j'ai rien vu. Est-ce que quelque part je me sens coupable aussi, de pas avoir vu et de pas avoir été. Benjamin, toi tu as eu des parents qui t'ont aussi accompagné. Ils se sont sentis coupables aussi de ce que mon père était du coup vice-président, et ils n'étaient pas amis, mais ils se voyaient quand même pour le club, et ils ont dû tomber du 10e étage en se disant mais pas lui, quoi, c'est ça, c'est pas possible. Et un autre souci, c'est effectivement, là, comme vous l'avez dit, la confiance d'une fédération, c'est très important. Moi, quand j'ai su que dans notre cas, la Ligue de Lorraine avait dit qu'il démissionnait pour raison personnelle, avec mon frère, on s'est dit mais on est où là, pourquoi ils disent pas la vérité? Et là, actuellement, on est en train de travailler avec mon frère, avec l'ancienne équipe de la Fédération française de tennis de table, puisque la nouvelle n'a pas repris... on a l'impression que c'était éphémère. C'est un peu un sujet d'actualité, quoi. Il y avait plusieurs livres, plusieurs histoires qui avaient été dévoilées. Et du coup, la nouvelle équipe n'a pas repris pleinement le travail. Et c'est vrai que c'est très important pour une fédération d'être transparent, et que ce soit pas un sujet d'actualité ou tout simplement politique, quand il y a une réélection, de se dire on va parler de ça, c'est le sujet du moment, et c'est très important d'être complètement transparent sur ce sujet. Je pense aussi, je voulais rajouter, Anne-Laure, si je peux, là on parle des violences qui peuvent avoir lieu au sein du club, ou en tout cas dans le cadre de... Mais les violences aussi peuvent avoir lieu dans la sphère familiale, intrafamiliale, et là le club peut être au contraire un lieu où on va recueillir une parole, parce que le sportif ou la sportive va avoir confiance dans son entraîneur, dans son éducateur, éducatrice, son coach, et que, comme tu le disais, qu'est-ce qu'on peut dire, quelles informations
informations on peut donner. Là, c'est important que la fédération puisse communiquer à ses entraîneurs, à ses éducateurs, éducatrices, les numéros vers lesquels on peut renvoyer les victimes pour avoir de l'information, parce qu'il existe des structures, parce qu'il existe des numéros d'écoute, parce que les violences sont pas nées, enfin les associations sont là depuis très longtemps, elles existent depuis très longtemps, et on peut accompagner des victimes. On parle du 119, on parle d'associations spécialisées des violences dans le sport, mais il y a aussi le 3919, il y a aussi des signalements en ligne qu'on peut faire sur le 3018 aussi pour les cyberviolences, ben voilà, le 114 pour les personnes en situation de handicap. Voilà, il existe vraiment des tas d'outils. Et peut-être que sur le site de la fédération, on peut rappeler tous ces numéros d'urgence avec une petite explication pour dire qu'est-ce qu'on trouve derrière ce numéro, etc., pour que les éducateurs puissent aussi... le club peut être aussi un lieu bienveillant. Enfin, ça doit être ça, un club aussi. Ça doit être ça. Ça doit être un lieu voilà, où on se sent chez nous. Quand on est sportif, c'est un peu sa famille aussi, sa deuxième famille. Et ça peut être là aussi où on libère une parole quand ça ne va pas à l'extérieur, quand ça ne va pas au travail, ou quand ça ne va pas à la maison, ou que quand on voit à la maison que ça ne se passe pas bien, bah, qu'on puisse aussi libérer une parole. Donc voilà, c'est important aussi de voir que... on peut avoir ces différentes situations-là et savoir quoi faire et quoi dire dans ces situations. Je rajouterais, il ne faut pas rester seul avec ces situations-là. L'éducateur qui reçoit la confidence, ça ne peut pas être lui qui va faire directement le 119 ou le numéro de comité d'e-sport ou Fight for Dignity ou le 3018 en cas de cyberviolence. Il faut qu'il en parle et de savoir quelle va être la réaction. Parce que derrière, il y a quand même des responsables juridiques, le dirigeant, qui peut-être lui-même ne sait pas comment réagir. C'est là où il faut qu'il communique avec la fédération pour savoir comment réagir. Est-ce qu'on fait un signalement ? Est-ce qu'on fait un signalement au procureur de la République ? Si les faits ne surviennent pas en raison du sport, mais dans la sphère intrafamiliale, c'est le 119, enfants sans danger. Et c'est eux, les écoutants, qui vont donner l'orientation. Je remercie d'ailleurs la Fédération de karaté parce que Karatalk va dans ce mouvement-là pour une diffusion la plus large possible, pour une appropriation par les sportifs eux-mêmes. De la même façon, les clubs, si elles souhaitent mettre en place des actions de prévention, elles associent leurs adhérents et puis elles informent la fédération. Lorsqu'il y a des signalements, c'est aussi important de savoir qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je fais un article 40 auprès du procureur de la République ? Est-ce que j'en informe les services déconcentrés de l'État ? Ça, ce dialogue, il peut être fait aussi avec la fédération. Si la fédération a aussi des doutes, comme le président de club, elle peut dialoguer avec la cellule ministérielle Signal Sport. Le plus important, c'est de ne pas rester seul avec ces informations. Et puis, il y a la suite. Le club est aussi victime. Les coéquipiers sont aussi des victimes collatérales. L'entourage sportif et familial, ça a été très bien souligné par ton témoignage, Benjamin, par aussi l'interrogation de Sabine. C'est là où aussi on peut soutenir la fédération, le ministère, les services déconcentrés, à trouver des associations qui viennent parler aussi de ce que sont les violences sexuelles au sein du club qui a dû affronter une situation. C'est aussi en parlant le plus possible. Je disais, parler de violences sexuelles, ça ne doit pas être tabou, ça ne fragilise pas le sport, ça le met à niveau. Là encore, lorsqu'il y a une situation qui fragilise tout l'entourage, il faut que l'entourage puisse aussi bénéficier d'un soutien. Ce soutien, c'est par une action de prévention, c'est la mise en place d'une cellule de crise. Pour ce faire, le ministère des Sports a développé un certain nombre d'outils, à la fois publiés sur le site du ministère, mais aussi dans un vadémécum, qui précise justement comment parler de ces sujets-là avec les représentants légaux. Alors c'est les parents, ça peut être un tuteur, ça peut être un aidant familial. On parle très peu des personnes âgées qui font du sport, mais nos seniors font du sport. Parfois en EHPAD, et ce sont des éducateurs sportifs qui interviennent. Parce qu'on parlait du sport inclusion, du sport construction. Donc ça aussi, c'est important de savoir comment parler avec les représentants légaux. Donc on a cet outil de sensibilisation. Et aussi les partenaires. On parlait tout à l'heure de structure globale. C'est important de bien communiquer sur les numéros utiles, les numéros d'urgence, les structures qui peuvent accompagner localement. Donc il y a un gros travail aussi de maillage territorial, d'identification de notre partenaire, parce qu'il faut une réactivité sur le terrain.
et le maillage avec les partenaires à envergure nationale comme Comité éthique et sport, Fight for Dignity, et également proposer. C'est pour ça aussi que je remercie beaucoup Benjamin, parce que les témoignages nous enseignent des situations très diverses. Dans notre travail, on s'entoure aussi d'associations qui nous disent la victime, une fois qu'elle parle, elle porte aussi le soutien de sa famille, de son équipe sportive. C'est pas à elle de porter ce soutien thérapeutique. Donc il faut qu'on puisse leur proposer. Et donc, fédération comme ministère, on travaille en ce sens. Merci, merci pour tous ces éléments. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose qui a été essentiel à la fin de cette intervention, c'est tous les numéros que vous avez rappelés, les numéros d'appel. On a entendu le nom des associations qu'on pouvait contacter, les numéros d'appel. Merci à tous. Ça a été un moment d'échange, je pense, essentiel pour l'ensemble des licenciés. J'espère que vous avez pu prendre un maximum d'éléments, et merci à Laurent d'avoir rappelé que c'est important d'en parler à tous, parce que vous l'avez tous rappelé, mais c'est important d'en parler, et que justement ça ne ternit pas l'image d'une fédération, mais ça l'élève. Je retiendrai ça. Peut-être pour conclure, Gilles, un petit mot. Un petit mot, déjà, merci au nom de la fédération de vos témoignages. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Nous savons au moins ce que nous devons faire. Donc la fédération s'inscrit dans ce projet d'aide aux victimes liées aux violences, et que nous allons faire perdurer ce projet, l'inscrire dans le temps et l'inscrire en termes dans les règlements intérieurs. C'est déjà fait à travers la cellule d'aide qui est en charge de donner son avis sur les problèmes liés notamment aux violences, mais nous allons nous inscrire fortement dans ces projets et d'accompagnement des licenciés. Merci vraiment pour votre participation, vraiment, et j'espère que nous aurons au moins le plaisir d'échanger à nouveau sur ces problèmes qui, à mon avis, doivent être pris de façon frontale et traités ainsi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.